Chers amis de Tuxin, voilà, c'est l'heure du grand entretien ce matin et je voulais qu'on parle de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, je plaisante bien entendu, de cette fameuse Union européenne, de l'incarcération de la France dans l'Union européenne. Et pour ça, je reçois Guylain Benessa. Bonjour Guylain, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très bien et merci pour l'invitation. Ben, c'est normal parce que vous êtes toujours très pertinent. On aime bien quand vous sortez un livre, vous recevoir parce que c'est toujours très intéressant. C'est une grille de lecture. Vous avez, chers amis, le livre, la couverture du livre qui s'affiche à l'écran. On marche sur la tête. Alors, c'est Guylain Benessa et Guillaume Bigot. Tous les deux ont écrit ce livre et c'est toujours pareil. Hein, aux très bonnes éditions de l'Artilleur. C'est insupportable cette maison d'édition face à autant de bons livres. Il nous cannibalise notre temps de lecture et c'est pénible. En tout cas, félicitations à ce travail très très bon d'édition indépendante et merci Guylain d'être là ce matin. On va en parler bien entendu. La France, ça fait penser bien sûr aux agriculteurs hein, avec le panneau retourné et on va en parler ce matin avec Guylain Benessa. Guylain, ce livre-là, il a de plus en plus de résonance. Il y a quelques jours est paru une tribune dans le Figaro, notamment sur une volonté peut-être de soumettre ce peuple français à un référendum. On sent tout de même, pour introduction, qu'il y a quand même un bouillonnement aujourd'hui, aussi bien dans une partie de la population que chez des intellectuels hein, qui commencent véritablement maintenant à sortir du bois, hein, même si beaucoup d'entre eux avaient déjà pris position à ce sujet. Hein. Oui, alors effectivement, alors vous dites ça bouillonne, je suis d'accord que Ouais. on sent que les coups de gueule commencent. Mmh. Il y en a, Ouais. il y en avait, pour être honnête, il y en avait déjà, mais Oui, oui. ça restait un peu, vous savez, sous le radar, quoi. Ouais. Ouais. On avait du mal. Moi, je sais que j'ai toujours eu du mal à exister entre guillemets avec mon Ouais. scepticisme naturel à l'égard de Ouais. l'Europe, mais c'est vrai que ça commence à gueuler franchement, et ça gueule franchement parce que, et c'était l'objet du bouquin, hein, c'est que en fait les planètes sont en train de Mmh. s'aligner dramatiquement. C'est-à-dire Ouais. qu'on Mmh. le coup de gueule des agriculteurs, qui était un coup de gueule existentiel, je veux dire, Mmh. a servi d'électrochoc, à mon avis, et quelque chose comme Oui. ça. Mmh. On avait déjà eu avec les Gilets jaunes, honnêtement, une Ouais. sorte d'avant-goût Oui. d'apéritif qui Ouais. critiquait aussi, qui avait l'Europe en ligne de mire. Et en Mmh. fait, alors, c'est pas, moi, je pense pas que les européennes soient uniquement la caisse de résonance. Hein, je pense que Oui. Mmh. les Français, quelque part, sentent aussi que les européennes, c'est un peu, excusez-moi de l'expression, mais du bidon. Je veux dire qu'il y Mmh. a, il y a pas grand-chose qui va changer grâce aux européennes, mais ça permet quand même de mettre le doigt sur la machine infernale. Et peut-être que, et je l'espère vraiment, que petit à petit, les gens acceptent, enfin les intellos, mais les experts, les juristes, les politistes, Mmh. etc., acceptent de plus en plus, j'espère, hein, de Ouais. discuter, non pas seulement, vous savez, des erreurs de l'Europe, mais à Ouais. mon avis, de ce qui constitue le problème Mmh. essentiel, c'est Mmh. que l'Europe est conçue de façon à marcher sur la tête, qu'on a Mmh. tenté de noyer le poisson trop longtemps, et maintenant il est temps de sortir tout ça de l'eau et d'ausculter la bécane et de se rendre compte que depuis 60 ans, on se laisse marcher dessus, simplement. Oui, alors moi je partage cette analyse et d'ailleurs je vous ai même pas présenté Guillaume Benessa, avocat et enseignant à l'université de Strasbourg pour ce livre-là. Ça y est, c'est fait, c'est réparé. Vous avez raison parce que nous avons souvent dit que l'Union européenne devait être réformée de l'intérieur, alors que quand on regarde la construction de l'Union européenne, et on va en parler ce matin, Guilain, la politique des petits pas de Jean Monnet a été conçue dans ce sens, a été conçue comme une incarcération progressive et de plus en plus accélérée ces derniers mois. Et alors ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que on commence de suite en disant l'Union européenne est coupable, mais pas que, parce que vous faites finalement la genèse de ce que nos hommes politiques depuis très longtemps finalement ont accepté cette espèce de servitude volontaire chère à la Boétie. Donc depuis, vous remontez vous à Valéry Giscard d'Estaing, hein, qui était membre du comité d'action pour les États-Unis d'Europe des années 60. Et ça, je l'ai appris dans votre livre. Donc, chers amis, lisez le livre de Guylain Benessa et de Guillaume Bigot. En fait, Mm. vous savez, il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup. Il y a des bouquins sur l'Europe, Oui, c'est quand même, je veux dire, bon, évidemment, il y a beaucoup de bouquins pro-européens, faut être honnête oui. aussi, dans la Mm. littérature qui se publie. Mm. En fait, ce que nous avons essayé de faire avec Guillaume, et je crois que Mm. c'est que les gens se rendent compte que l'architecture est ainsi conçue. C'est-à-dire Mm. que vous preniez les décideurs européens directement, la Commission en premier lieu évidemment, les juges européens, le Parlement, comprennent les décideurs français depuis 50 ans, Giscard, Mm. maintenant Emmanuel Macron, mais on pourrait Ouais. mettre dedans Nicolas Sarkozy, Jacques Oui, Chirac et d'autres, oui. hein, Mm. sans problème, hein, Mm. comprennent donc les choses d'au-dessus, d'en dessous, à tous les niveaux. En fait, sur tous les sujets, la folie se répercute depuis le début. Mm. Permettez Nicolas, deux Oui. exemples Mm. que j'essaye de raconter dans le livre, deux époques complètement distinctes.
dès les années 60, nous avons un juge français qui est nommé par Charles de Gaulle à la Cour de justice de l'Union européenne. La fameuse Cour de justice qui est à Luxembourg et qui traite en gros des affaires de compétences entre les États et l'Union européenne. En gros, la CE, comme on disait à l'époque, avant l'UE, qui est venue dans les années 90, enfin Maastricht, etc. Ce qui fait que là, c'est que donc, premier élément, dès les années 60, ce brave Robert Lecourt, qui est un juriste que personne ne connaît, dont tout le monde se fout, pour ainsi dire, De Gaulle lui-même ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il fait. À mon avis, c'est une erreur, ça arrive, c'était un grand homme a commis une petite erreur, une grande erreur, et il a nommé Robert Lecourt, qui, dès les années 60, sur son mandat, la Cour de justice prend des décisions ubuesques qui gravent dans le marbre la primauté européenne. Alors, c'est un exemple très simple. Pourquoi ? Parce que récemment, Arnaud Montebourg a, pas idiotement, mais a mis l'accent sur les mauvaises décisions du Conseil d'État, donc des juges français qui ont accéléré la soumission française. Moi, ce que je dis dans le livre, ce que nous disons Guillaume et moi, c'est qu'en fait, dès les années 60, le verre est totalement dans le fruit et on a des gens qui conspirent littéralement à mettre en place une armature qui fait que la France est soumise à un droit européen absurde, dès les années 60. Et deuxième élément, et c'est l'objet du bouquin pour moi, c'était de mettre le doigt sur des exemples extrêmement concrets et récents qui témoignent de la poursuite de cette folie. Et donc, je raconte notamment dans le livre une affaire folle de poissons, vous savez, de poissons sous taille. Donc, oui, très intéressant, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Oui, effectivement. Alors, je caricature un peu, les gens le verront en détail dans le livre, mais comment est-ce que, par la grâce de la politique de la pêche commune en Europe, on va matraquer des pêcheurs français, je veux dire, qui ne respectent pas une directive européenne, qui met en jeu donc un rapport de force entre la France et l'Europe, fait qu'au bout, la France, en gros, est condamnée à payer 100 millions d'euros d'amende, les pêcheurs obligés de changer de taille de filet tous les 4 matins, je veux dire, au gré d'une réglementation européenne sur une affaire qui dure pendant 30 ans. C'est un truc de fou. Ça, c'est une affaire des années 90, 2000, 2010, en gros, mais qui est exactement l'équivalent de ce que nous vivons aujourd'hui avec les agriculteurs. Ce qui veut dire qu'en fait, rien n'a changé, la folie continue et elle est déclinable sur tous les sujets. Immigration, écologie, agriculture, pêche, sociale, retraite. C'est de la folie furieuse à tous les étages, avec les Européens en ligne de mire en premier lieu, mais nos décideurs français qui ont aussi accepté, voire accéléré le foutoir ambiant. Oui, et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, parce qu'on se rend compte quand même de la vassalisation. Vous en parlez, vous revenez notamment de la vassalisation de l'appareil judiciaire à Bruxelles. Vous dites gigantesque système où derrière le pouvoir d'apparat se loge une armée de magistrats qui répondent aux exigences de Bruxelles. Et ça aussi, c'est terrifiant, parce qu'on se rend compte finalement que la classe politique nous a dépossédé, le peuple français, avec les juges notamment, en léguant aux juges les pouvoirs. On va parler du Conseil d'État, on va parler du Conseil constitutionnel, parce que quand on commence à décortiquer votre livre que vous avez écrit bien sûr avec Guillaume Bigot, on se dit mais c'est terrible cette vassalisation aux juges qui prennent le pouvoir finalement, qui ont littéralement pris le pouvoir. Vous savez, alors, c'est complètement une affaire de vassalisation. Le problème, il est simple, c'est que je déplore toujours un petit peu, Vous savez, le fait qu'on pleure, on se lamente un peu sur notre souveraineté perdue, mais on n'en vient pas toujours à des exemples concrets. Donc, on a l'impression, vous savez, que les souverainistes ou peu importe d'ailleurs l'étiquette qu'on leur donne, franchement, personnellement, je m'en fous complètement. Mais on va dire que les défenseurs de la France, on dirait que ce sont, vous savez, des poètes sur la colline qui ont la nostalgie facile et la réaction ou la dimension réactionnaire en bandoulière. Moi, je crois pas. Moi, je crois que le problème, c'est qu'il faut aller dans le dur, c'est-à-dire se rendre compte que dans des sujets concrets, dans tous les domaines, la vassalisation a un impact directement. C'est-à-dire que à la limite, c'est la fin de notre introduction avec Guillaume, on écrit qu'à la limite, si la vassalisation n'avait pas d'effet concret, quelque part, ce serait d'une tristesse infinie, mais à la limite, vous savez, accepter la vassalisation pour un peu de sécurité, un peu de bien-être, c'est très humain, voilà, quelque part. Le problème, c'est que au bout du bout, sur tous les sujets, ça ne donne rien du tout. Et ce que je montre, par exemple, ce que nous montrons dans le livre, c'est que les dernières décisions que les Français ont vécues dans leur chair,
On a pris l'exemple volontairement on a décortiqué des exemples précis. Oui. Vous prenez les retraites ou si vous prenez l'immigration, dans les deux cas, on a des juges français, Conseil d'État, surtout le Conseil constitutionnel, mais on va peut-être en reparler, qui prennent des décisions qui apparemment empêchent, on va dire, de réformer la France sur des domaines comme donc les retraites ou l'immigration. Formellement, le Conseil constitutionnel prend décision, je veux dire, il répond, mais en fait, il répond comment ? Il répond de façon ubuesque, déjà on ne comprend rien aux décisions rendues, et en réalité, le Conseil constitutionnel de Laurent Fabius prend sa décision en gardant à l'esprit l'arsenal des règles européennes, tout en ne le disant pas directement pour ne surtout pas avoir à dire en fait, je ne peux rien faire eu égard à ce qui se passe à Bruxelles. C'est l'éléphant au milieu du corridor. Donc, qu'on prenne des décisions européennes ou des décisions françaises, à chaque fois, les juges ont pris le pouvoir, se sont attribués un rôle qu'ils n'avaient pas et surtout ne disent jamais ou disent très peu la vérité, c'est que les décisions prises en France le sont pilotées avec un agenda européen qui empêche de réformer. Donc souvent, on me dit souvent, vous savez, oui, mais l'Europe n'est pas dans la ligne de mire des juges français. Je dis oui, c'est très bien. Mais sauf que si on va un peu au fond des choses, l'Europe est toujours là pour nous interdire à la fois de limiter, de prendre des décisions sur l'immigration. Donc ça veut dire qu'on ratiboise le Parlement français, l'exécutif français, le gouvernement français au nom des impératifs européens. Et derrière, on rajoute encore à l'opacité, ce qui fait qu'on a le sentiment d'être pieds et poings liés pour des motifs que le Kidam ne comprend plus, fort légitimement d'ailleurs. Oui, et dont il souffre tous les jours, parce que là est la réalité. Vous parlez notamment, et vous avez bien fait de citer l'expulsion de ce fameux Ouzbek en novembre 2023, qui est une tartufferie sans nom, une véritable tartufferie sans nom. On peut y revenir, parce que là, pour le coup, vous avez opté pour des exemples concrets qui sont extrêmement parlants, parce qu'en plus, ils sont très récents. Donc, charge à ceux qui ne l'ont pas vu ou l'ont pas appris à se renseigner très vite sur ce fameux Ouzbek, qui a été d'ailleurs décision qui a été retoquée par le Conseil d'État. Enfin, là, véritablement, on est chez les fous. Alors, exactement, Nicolas, on est chez les fous. Alors, je vous cache pas, je vous raconte ma vie de 2 secondes, mais j'avais pile un plateau de CNews le jour J, on m'invite pour discuter de tout à fait autre chose, et il y a le jour même, je crois, ou le jour avant, la décision de l'Ouzbek qui tombe. Alors, je sais que tout de suite, moi, j'avais un œil un peu mi-amusé, mi-résigné, en me disant, alors, je veux bien qu'on s'époumonne et qu'on critique et tout ça, mais si vous voulez, ça faisait 2 mois que je disais la même chose, c'est qu'on en arriverait là. Je m'explique, qu'est-ce qui se passe. Et là, on en arrive dans la machine à dinguerie qu'on a mise en place. C'est une machine à dinguerie. Il faut qu'on comprenne, c'est ça, on marche sur la tête parce que c'est la folie furieuse dans tous les domaines. Donc, l'Ouzbek, que se passe-t-il avec ce brave homme ? On a un Ouzbek en situation irrégulière qui a fait une demande d'asile en France, qui donc, concrètement, rappelons-le, n'a donc pas de titre c'est un irrégulier. J'ai pas de jugement moral ou de valeur, c'est juste que techniquement, administrativement, il est irrégulier, quoi. Administrativement, c'est très simple, vous savez, mais j'ai tendance à dire, vous savez, très, très simplement, quand vous allez chez les gens, vous sonnez à l'entrée pour avoir le droit de rentrer chez eux. S'ils n'ont pas envie de vous faire rentrer, ils ont le droit de vous laisser dehors. Je veux dire, ça paraît... C'est ni moral ni amoral, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça me paraît pas totalement délirant. Vous voyez, si vous m'invitez demain à déjeuner, Nicolas, j'aurai la décence de sonner avant de rentrer, je veux dire, et de demander l'autorisation d'arriver chez vous. Ça s'appelle la propriété privée. Mais passons. Donc, on a un Ouzbek en situation irrégulière sur le sol français qui est qualifié d'une personnalité dangereuse par les services de renseignement. Et donc, on a Gérald Darmanin, le monsieur muscle du gouvernement, qui rapidement nous dit c'est bon, on va expulser ce type qui, je veux dire, est sous le radar, qui apparaît sur le radar des services de renseignement depuis un bout de temps. L'affaire donc devient médiatique par le bras de Gérald Darmanin. Et là, la plupart des gens, des experts, des juristes, lui disent tu peux pas le faire parce que le problème c'est qu'on a une convention européenne des droits de l'homme qui a comme conséquence que quand bien même on déciderait de l'expulser, la Cour européenne des droits de l'homme risque de dire qu'une expulsion amènerait à l'expulser sur un territoire ouzbek où il serait susceptible de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants. Donc, selon la CEDH, on ne peut pas expulser un étranger en situation irrégulière qui risquerait de faire l'objet de tels traitements dans son pays. Résultat des courses, il est en France, Darmanin sait qu'il risque de se heurter à la CEDH, l'expulse tout de même. Donc, on affrète un avion, on prend le type, on essaye de ramener ce type chez lui, et entre-temps, évidemment, cet Ouzbek saisit
les tribunaux administratifs français pour contester la mesure d'expulsion. Mm. Et là, on arrive dans la vraie somatisation de la vassalisation. Pourquoi ? Parce que, alors même que la CEDH n'a pas encore statué sur le cas de cet Ouzbek, le Conseil d'État, c'est-à-dire les juges français, considèrent que vu que la CEDH n'a pas encore eu le temps de statuer sur le cas de l'Ouzbek, le Conseil d'État, les juges français décident qu'au nom d'une décision qui n'a pas été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, elle annule l'expulsion de Gérald Darmanin et condamne la France, donc au denier français, à rapatrier l'Ouzbek en France pour qu'il puisse poursuivre sa vie chez nous. Et là où l'affaire est formidable, c'est qu'on a donc un juge européen qui a été saisi mais qui n'a pas encore statué, un juge français qui statue non pas au nom du droit français, mais au nom du droit européen, qui n'a pas encore rendu sa décision sur la situation de ce type, et donc un ministre de l'Intérieur qui se retrouve au milieu d'un feu croisé entre un juge français devenu le bras armé du droit européen, sachant, et promis, je boucle cette démonstration, que si on va au fond de l'affaire, on me dira, et on me le dit souvent, oui, mais vous mélangez tout, le droit européen, l'Union européenne, c'est pas la CEDH. Monumentale erreur. Parce que les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, se nourrissent des principes érigés par la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle-même cite très régulièrement l'éventail de droits de la CEDH, qui en plus se reflète dans ce qu'on appelle la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc de toute façon, tout ça, c'est un même code génétique qu'on ne peut pas ne pas prendre d'un seul tenant. Résultat des courses, bilan de tout ça, les décideurs français, le gouvernement français et le Parlement français sont devenus les garçons de course des juges français qui eux-mêmes sont les porte-parole des juges européens, qui eux-mêmes s'auto-alimentent de tout ça via un corpus commun qui a un même code génétique. Si on n'a pas compris ça, nous ne faisons que rentrer dans une bécane par des voies détournées et nous ne comprenons pas comment, en pratique, on a donc un Ouzbek en situation irrégulière qu'on ne peut pas expulser via l'arsenal de tous ces droits qui existent et qui s'auto-alimentent. Donc, quand la classe politique, celle au pouvoir ou celle d'opposition, nous dit très clairement « nous allons lutter contre l'immigration », ils se moquent de nous. Ils sont... Alors, au niveau national, Guilain. Alors, très simplement, je pense que... Je vais vous répondre clairement, Nicolas. Je n'ai pas l'habitude de ne pas répondre aux questions qu'on me pose. Je pense qu'il y a deux facteurs très simples. Il y a un immense foutage de gueule. Je pense que il y a des gens extrêmement cortiqués qui ont fait leurs études de droit comme moi il y a certes quelques temps, un peu avant moi, mais tout de même. Ils savent très bien l'écheveau d'interdiction et le cadenas et cette guirlande de cadenas, comme j'ai l'habitude de dire, qui existe. Mais je pense aussi, je l'admets de plus en plus, j'ose à peine le dire, mais tout de même, je pense qu'il y a aussi une incompétence et une ignorance crasse qui fait que l'idéologie un peu libre-échangiste, bisounours, pro-européenne, qui s'est développée via Sciences Po, l'ENA, la faculté, etc., je pense aussi qu'au bout d'un moment, il y a une connerie ambiante qui fait qu'on ne se rend même plus compte qu'on a appris, qu'on a somatisé, qu'on a intégré des leçons telles qu'on a réussi à accepter la vassalisation par ignorance autant que par incompétence. J'en suis presque persuadé. Dans le bouquin, je ne vais pas le raconter en détail, les gens verront, mais dans le bouquin, je prends 2-3 exemples de juges français nommés dans les institutions européennes qui sont, à mon sens, des excellents techniciens, mais qui ont tellement appris en fréquentant les cercles de pouvoir européens et français, qui ont tellement appris leur petit bréviaire du bon progressiste, qu'à mon avis, au bout d'un moment, ils en sont même oubliés qu'il pouvait exister des solutions ou des méthodes dures, parce qu'on a appris cette Bible qu'on récite tous les jours. Et je voulais, oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a un exemple qui me vient à l'idée, dont vous parlez assez longuement, enfin, dans le livre, la loi sur l'immigration. Celle-là, pas au niveau européen, parce que c'est la loi asile-immigration, mais la loi immigration, soyons précis. Là aussi, je veux dire, on a eu des rodomontades, on a eu des émissions de télé, on a eu des débats, des polémiques, des insultes, et finalement, résultat des courses, quoi ? Rien du tout. Alors, cette loi immigration, effectivement, on a un sous-chapitre dessus avec Guillaume, sous-chapitre parce qu'à mon avis, on a voulu, j'insiste vraiment parce que évidemment que je vends mon livre, mais c'est pas le problème. C'est que je trouve que les gens, souvent, on n'a pas
on ne voit pas, on ne fait pas les liens on fait pas le lien entre les prises de décision théoriques, on va dire, très loin de chez nous, on va dire Bruxelles, la Commission, et ensuite le cas concret d'une loi votée au Parlement et des solutions qu'on n'arrive pas à résoudre. Le lien direct. Sur la loi immigration, on a la tartufferie à tous les niveaux. On a globalement je me permettais, Nicolas. Allez-y. Alors, quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, il y a tellement d'entrées dans cette loi, il y a tellement de folie que je vous assure, on pourrait faire 2 heures sur la loi. En fait, on a un texte cadre au niveau européen, vous en parlez à l'instant, le pacte asile-immigration, qui a été voté, je crois, dans les heures qui ont suivi le vote de la loi immigration en France. D'ailleurs, la conjonction est assez folle. En fait, on a une loi voulue par Gérald Darmanin pour montrer que la France avait disposé de leviers pour réduire l'immigration, notamment irrégulière, mais pas que. Donc, on a une loi qui avait 2 objectifs, un peu le en même temps de Darmanin, c'est-à-dire on ferme les vannes et en même temps on régularise les sans-papiers dans les métiers en tension. Vous savez, c'était les deux objectifs affichés de la loi. On a une loi qui est votée et en fait, déjà, on a tout un débat sur la loi. Je ne vais pas reprendre dit au d'époque, mais tout de même, il n'y a pas longtemps, on a une loi qui finit par être votée, et là, on est dans la tartufferie, la vraie tartufferie. On a une loi dont on sait par avance qu'elle risque de se heurter à l'éventail du Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que les politiques savent très bien que le Conseil constitutionnel dispose d'une jurisprudence pléthorique, notamment en matière de regroupement familial, que cette jurisprudence qui interdit de limiter le regroupement familial a été adoptée par le juge français sous l'influence très puissante de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a sabré, qui a largement limité la perspective pour les États membres français, de reprendre le pouvoir en la matière. Donc on a des politiques français qui, même ceux qui réclamaient, vous savez, une loi plus dure, savaient très bien que les mesures plus dures seraient retoquées par le Conseil constitutionnel. Je regarde dans le sens des LR, notamment des Républicains, qui savaient très bien qu'ils hurlaient, mais en sachant derrière que le juge les retoquerait, mais en même temps, ils pourraient hurler facilement en disant « vous vous rendez compte, on nous interdit, etc. » Mais ils le savaient très bien. Les mêmes qui ne réclament jamais une réforme du Conseil constitutionnel, alors il faut le faire, sinon on ne fera jamais rien. Tant que Fabius sera là et ses sbires, on ne pourra jamais toucher à quoi que ce soit. Le Conseil constitutionnel sera ce qu'il est depuis des années. Donc on a la droite qui a un couloir de sécurité qui dit « on ne peut rien faire », on gueule, mais on sait très bien qu'on n'ose jamais le vrai bras de fer à l'égard du Conseil constitutionnel. Et on a en même temps Emmanuel Macron, et ça c'est formidable, on a Renaissance, qui est très énervé par cette loi qui ne les arrange pas, parce que ça les fait passer pour les suppôts de l'extrême droite, eux qui veulent être des progressistes gentils et je veux dire, et qui montrent patte blanche. Eux-mêmes savent très bien qu'en saisissant le Conseil constitutionnel derrière, ils auront un juge de choix qui viendra expliquer à la droite, vous vous rendez bien compte, on ne peut pas faire ça, et donc retoquera les mesures dures dont Renaissance ne voulait pas, notamment la Macronie, mais qui pourra dire, c'est pas ma faute, c'est le juge qui interdit de laisser ces dispositifs que la gauche progressiste ne voulait pas. Et là, c'est formidable, parce que ça veut dire que tout le monde se défausse sur le juge. On pourra dire, on a essayé de faire passer une loi dure, le juge ne la veut pas, on va la remettre dans les cartons. Mais pour finir sur cette affaire qui est merveilleuse, quelques mois plus tard, les Républicains ont lancé l'idée d'un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Donc, on a remis une pièce dans la machine, il y a 2 mois, en essayant de faire passer par référendum les mesures que la loi voulue les mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Et là, il y a 1 mois ou 2, on a rejoué la même défaite en race campagne. Les Républicains ont tenté de lancer un référendum. Qu'est-ce qu'a fait le Conseil constitutionnel ? Il a tué dans l'œuf l'idée d'un référendum sur l'immigration. Comme je le dis depuis mon précédent livre, le référendum est impossible. Vous m'aviez invité pour en parler. J'avais dit exactement ça, que c'était être une défaite si on allait tenter un référendum, parce que de toute façon, le Conseil a retoqué la loi et a tué dans l'œuf l'idée d'un référendum, parce que sur le fond, toutes les dispositions ont été prises pour 1. Empêcher l'expression de la souveraineté du peuple, de 2. Censurer toutes les lois possibles sous le poids terrible de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État en France, mais aussi de la CJUE, de la CEDH, et même des directives prises par la Commission et par le Parlement européen. Donc, au bout du bout, tant qu'on ne s'attaque pas de front à toute la bécane, on aura des politiques qui soit mentent à moitié,
soit lance des référendums impossibles parce que de toute façon, ils seront tués dans l'œuf par ces juges qui ont tout fait pour casser l'expression, la volonté populaire de toute façon. Oui, c'est vraiment édifiant comme réflexion, comme livre, et je vous invite, chers amis, à le lire, bien entendu. Guylain Benessa et Guillaume Bigot, les éditions L'Artilleur, On marche sur la tête, la France, l'UE et les mensonges. Et on continue à en parler parce que c'est pas fini, parce que quand c'est intéressant, ce n'est jamais fini. Heureusement que ce n'est pas fini, qu'on a cet espace d'échange et d'analyse que vous ne verrez probablement pas ailleurs, chers amis. On continue là-dessus parce qu'il y a beaucoup de sujets sur ce livre-là. On a longuement parlé de l'immigration, mais il y a aussi des choses extrêmement intéressantes. Vous dites à un moment donné, je voudrais qu'on passe. Alors, vous dites notamment l'Union européenne a congédié l'histoire. Alors ça m'intéresse. Alors la phrase est un peu brute telle que je la donne ici, mais il y a cette réflexion aussi qui est intéressante parce qu'il y a une idée de déracinement, il y a une idée tout ça. En quoi et pourquoi l'Union européenne a-t-elle congédié l'histoire, Guylain, notamment? Alors, il y a énormément de facteurs, mais il y en a 2-3 simples. En fait, je crois premièrement, et c'est pour ça que j'essaye toujours, vous savez, de faire le lien entre l'actualité et l'histoire. Je pense que souvent l'Europe, sinon, on a l'impression que c'est une machine infernale dont on comprend rien. En fait, il faut comprendre d'où on part et où on est allé, où on est susceptible de continuer ou pas. Je l'espère, non, mais vous comprenez très bien où l'avenir nous amène. Alors, je dis congédier l'histoire, c'est que je pense, mais depuis très longtemps, je pense que l'Europe a été une machine à congédier les hommes d'histoire. Je m'explique. On dit souvent, et ça c'est le premier attrape-nigo, vraiment ça c'est l'attrape-nigo. Je me permets juste une remarque. Dans la fin de notre bouquin, nous parlons d'un sondage avec Guillaume, d'un sondage qui me paraît très intéressant, c'est que les Français reconnaissent que dans l'immense majorité des domaines, l'Europe est source de malheur plus que de bienfaits. Et les Français ressortent 2 seuls arguments au profit de l'Europe, des éléments qui bénéficient d'un satisfecit, d'une adhésion, c'est le tourisme et la paix. Donc en gros, l'Europe sert à faire venir des touristes et à garantir la paix. Alors, par-delà le fait que la guerre est à nos portes et que manifestement sur la question ukrainienne, il y a du boulot, on va dire, c'est poli, il y a du boulot. Ce qui m'intéresse, c'est que ça, je disais, premier attrape-nigo, c'est de dire l'Europe, c'est la paix. Ça, pour moi, c'est la plus grosse des bêtises ou des mensonges qui a été créée parce que les hommes en Europe, les hommes qui ont fait la paix s'appellent, à mon sens, qu'on le veuille ou non, Winston Churchill en Grande-Bretagne, le général de Gaulle en France, des hommes comme, qu'on le veuille ou non, Staline même en Russie, malgré tout ce qu'on peut, je veux dire, on peut reprocher énormément de choses au stalinisme, je serais le premier à le faire. Il n'empêche, ce sont des hommes de guerre qui ont assumé les décisions terribles de 39-45 et à un moment se sont assis lors d'une conférence internationale pour discuter de la suite. Et De Gaulle et Churchill ont été des hommes de guerre qui ont conçu la paix à venir en Europe, c'est-à-dire qui savent le prix que coûte la paix. Ça veut dire que les hommes qui derrière sont venus, Jean Monnet, Robert Schuman, Walter Hallstein et consorts, sont des hommes qui ont profité d'une paix mise en place par des hommes de guerre pour ensuite fabriquer cet artifice qui est de dire l'Europe c'est la paix. Mais non, l'Europe c'est déjà commencé avec le premier président de la Commission européenne, je parle sous votre contrôle, Guylain, avait quand même quelques affinités, quelques accointances, me semble-t-il, avec le régime nazi. Non, on est d'accord. Complètement. Alors, à l'époque, De Villiers Philippe De Villiers j'ai tiré sur le fil du mensonge, j'avais bien montré. Et vous savez, dans le bouquin, moi-même, j'ai fait mes petites recherches, on vérifie. Parce qu'on a du mal à le croire des fois. Donc, on reprend. Et vous savez, par exemple, Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne, c'est un type qui a techniquement grenouillé dans des associations hitlériennes lorsqu'il était lui-même à l'université, je veux dire plus jeune, et qui a, mais il n'est pas le seul, Robert Schuman a également un vrai passif sur des propos tenus à l'égard du régime nazi qui sont aujourd'hui, un type dirait le 10e de quelque chose comme ça, théoriquement, c'est du pénal en 20 secondes. Il n'y a même pas à discuter, vous voyez, c'est réglé. Normalement, comment dire, la police de la pensée devrait faire son travail immédiatement. Vous voyez, c'est là dont on parle. Donc, quand vous dites, pour revenir, je dis, les hommes de paix, les hommes de guerre ont fait la paix, et les hommes de paix sont des gens avec des profils, je parle de Monnet, Schuman, Hallstein par exemple, sont des gens avec des profils extrêmement scabreux, en tout cas ambigus. On leur a confié les clés du camion et ils ont mis en place cet arsenal sous l'égide du gros mensonge de l'Europe c'est la paix. Ça, c'est le premier mensonge. Ensuite, vous me dites, pour répondre clairement,
Congédier l'histoire. Alors là, je crois qu'on arrive vraiment à d'immenses problèmes qui font partie du code génétique de l'Union européenne. Je pense que toute communauté politique ne peut vivre que du souvenir et que de la mémoire des membres qui le constituent. C'est-à-dire qu'il y a un corps politique, c'est, qu'on le veuille ou non, on a beau vouloir créer de toutes pièces tous les artifices du monde et tous les stratagèmes, une communauté politique, c'est une mémoire commune, c'est une appartenance, une adhésion, même inconsciente, à des valeurs qui passent par la langue, l'histoire, nos ancêtres. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On peut le critiquer autant qu'on veut. Et là, ce qu'on a fait, ça s'appelle l'Union européenne. L'Europe est, comme dit d'ailleurs Guillaume, je crois, dans le livre, et j'aime bien son expression de mon co-auteur, Guillaume dit souvent, c'est un saut à l'élastique sans élastique, l'Union européenne. Parce que c'est une fédéralisation, c'est un grand stratagème fédéralisateur qui repose sur rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de socle commun. C'est un saut à l'élastique sans élastique. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Pourquoi ? Parce qu'on a remplacé l'idée même d'une communauté politique par des artifices qui s'appellent l'économisme, qui s'appellent le droit, qui s'appellent des principes, qui s'appellent le libre-échange, mais qui ne pourront jamais remplacer l'affect, l'adhésion et l'existence d'une communauté. Ce qui fait que, pour vous répondre clairement, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on ne se rende pas compte que dès que l'Europe a avancé, depuis très longtemps, dès qu'elle a avancé, elle a constamment rejeté tout débat sur l'existence de ce qu'on appelle une communauté politique. Je prends 3 exemples. Le traité de Maastricht est voté en 92. 92, qui a été adopté très juste avec beaucoup de difficultés tout de même. Énormément de difficultés. À l'époque, je vous rappelais, on en discutait la dernière fois avec vous, à l'époque où c'est ce que je racontais dans mon référendum impossible, où François Mitterrand ne veut pas du référendum et se le voit imposer par le jeu de Philippe Séguin, qui va monter au créneau et qui va renverser la vapeur et imposer un référendum que la classe politique ne voulait pas, en grande partie. Alors pourquoi je dis ça ? 92, premier élément, en 92, Philippe Séguin veut un grand débat sur qu'est-ce que l'Europe. Et il a plusieurs phrases assassines au Parlement français, à l'Assemblée nationale, où il dit que ça fait, il dit, je récite mon Philippe Séguin. Ce n'est pas un récit de complotiste, c'est Philippe Séguin. Il dit, voici 30 ans qu'un complot de hauts fonctionnaires, d'experts et de technocrates, un complot, a imposé ce qu'il a appelé à l'époque une conspiration du silence. Nous sommes en 92. Rien ne sera fait, presque aucun débat sur les valeurs, on avance avec le libre-échangisme et l'économisme, et on va passer sous le tapis toutes ces questions. Malgré, évidemment, Séguin, Chevènement, Pasqua, Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, à l'époque, qui sont un peu de l'attelage contre-européen. 13 ans plus tard, on a la Constitution européenne. Et on a un débat à l'époque sur les racines chrétiennes de l'Europe. Jacques Chirac fait le nécessaire, il fait le job pour supprimer, il n'est pas le seul, mais pour supprimer les racines chrétiennes de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut surtout pas avoir de débat sur qu'est-ce que c'est l'Europe. Jamais. On veut un grand plan de libre-échange, comme Jean Monnet et Schuman le voulaient. On poursuit un grand rêve, vous savez, de libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. Point barre. Voilà l'Europe. Et en 2024, aujourd'hui, c'est une expression que j'emploie souvent, mais vous m'excusez, je m'autoplagie, mais je trouve qu'elle est juste. C'est que lorsqu'on parle de libre circulation, moi, ce qui me vient toujours à l'esprit, c'est que, oui, ça marche très bien, la libre circulation. Aujourd'hui, ça s'appelle la libre circulation des djihadistes. Cette formidable bécane qu'on a créée nous a mis en place Frontex, vous savez, qui est le garde frontière, qui ne sert à rien, qui est une des frontières en carton, et on le raconte en livre en détail, comment est-ce que les décisions prises sont faites pour que Frontex ne serve à rien. Et cette libre circulation qui est mise en place, on a appelé ça Erasmus, c'est formidable. Les étudiants peuvent passer d'un pays à l'autre pour faire leurs études, mais en même temps, cette libre circulation a fait que nous sommes tellement fragiles d'un point de vue politique et spirituel qu'on s'imagine qu'il est logique qu'un mec qui arrive à Lampedusa puisse ensuite circuler sur le territoire global de l'Union européenne, de l'Europe au sens large, la Convention Schengen, sans se demander si ce personnage ne rapporte pas avec lui des valeurs et une existence et quelque part une philosophie même, une idéologie, il a le droit de l'être d'ailleurs en opposition à nous. Mais quelles sont les répercussions d'une libre circulation qui n'est qu'une coquille vide qui favorise que tout un chacun circule librement? C'est pour ça que je vous dis, on a congédié l'histoire parce que cette plateforme de libre circulation
est faite pour précisément ne jamais aborder les sujets qui fâchent, c'est-à-dire qui sommes-nous, qu'est-ce que nous concevons en commun, qu'avons-nous à construire ensemble et quel est en réalité le socle commun sur lequel repose l'Europe. Depuis 1950, enfin 57, jusqu'en 2024, c'est une question que nous n'avons jamais abordée au niveau européen parce que c'est la question que nous avons congédiée, que les Européens ou les européistes ont congédiée pour ne jamais l'aborder, pour en faire autre chose de beaucoup plus fonctionnel et libre-échangiste. Mais c'est intéressant. Alors, on a encore 10 minutes. On va dépasser sur le temps, chers téléspectateurs, puisque c'est toujours passionnant de recevoir Guylain Benessa, qui a écrit ce livre, coécrit ce livre avec Guillaume Bigot, bien entendu. On va rester encore, vous pouvez vous faire encore un petit café ce matin. On va rester encore une dizaine de minutes ensemble. Je voudrais aborder encore 2 sujets. Il y en a tellement, et je me renvoie à la lecture du livre, bien entendu. La première question, c'est, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et après, parce que vous donnez des pistes aussi, hein, en fin de livre. Donc, c'est pour ça que c'est pas qu'un livre, il y a une analyse, des critiques, mais il y a aussi des pistes, et je voudrais qu'on prenne 5 minutes pour faire les pistes. Mais avant tout, vous parlez des anywhere, terme inventé par David Goodhart, et vous dites que ces anywhere, finalement, ils se reconnaissent pleinement dans l'UE, ils pèsent 20 à 30% de la population dans leur pays respectifs, travaillent généralement au sein de multinationales exportatrices, possèdent souvent un confortable épargne que la BCE protège, au détriment de la croissance d'investissement. Et puis, vous dites aussi que c'est les premiers à commander de la bouffe sur Uber Eats ou Uber Drive ou Deliveroo, je ne sais rien. Finalement, ils sont encore là, ceux-là, hein, les 20 ou 30%. Et c'est à peu près 20% en France, hein, de ces gens qui soutiennent la Macronie et Valérie Hayé pour Renaissance. Absolument. Alors, c'est en même temps, c'est déprimant ou c'est quelque chose de tragique. Alors, je pense, pour vous répondre clairement, alors c'est évident que le socle de la Macronie s'effrite. J'entendais récemment Jérôme Fourquet annoncer que les européennes, dans les plus de 60 ans, je crois, dans les moins de 60 ans, pardon, il y a moins de 10% des moins de 60 ans qui votent, qui aspirent à voter pour Valérie Hayé et Renaissance. Ça veut dire que le socle est quand même. Ouais. En même temps, voter pour Valérie Hayé, c'est un sacerdoce. Hein. Oui, à mon avis, c'est de l'humanitaire, hein, voter pour Valérie Hayé. En tout cas, ça me paraît effectivement un exercice compliqué. Je pense qu'il faut aller à l'urne sans conviction et avec le désespoir en bandoulière, quelque chose comme ça. Admettons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a effectivement 20 à 30%, il y a une espèce de minorité puissante qui sont en réalité, et ça fait longtemps que moi je les ai. Vous savez, j'ai fait mes études de droit, etc. J'ai toujours une vraie antipathie, un vrai, même pas antipathie, c'est trop fort, un vrai scepticisme parce que je m'apercevais dans mes, là je vous raconte un peu ma vie encore, mais je me rappelle que à l'université, je fréquentais des amis, des connaissances, etc., qui faisaient partie de ces futurs 20-30%, c'est-à-dire des types qui à 20 ans sont loin d'être bêtes, font leurs études plutôt, qui les réussissent plutôt, mais qui quelque part ne s'intéressent plus à leur pays. La France ne les intéresse plus. Ils font partie de ce cosmopolitisme on va dire, mondain et en même temps très quotidien, où Erasmus est le seul intérêt. Il faut partir à l'étranger, les voyages forment la jeunesse, avec des généralités un peu là-dessus. Et quelque part, vous savez, l'individu un peu les pieds dans le purin, je veux dire, qui ressemble à un mec qui défend un minimum les paysans, etc., il ne comprenait déjà pas. Donc, il y a 20 ans, j'avais 19 ans il y a 20 ans, donc oui, exactement. Là, je vous raconte encore une fois ma vie. Mais il y avait déjà quelque chose qui, pour moi, sonnait faux, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui s'est propagé, qui s'est poursuivi. Finalement, la Macronie des quarantenaires, c'est la Macronie qui, à l'époque, était on va dire, le gauchisme de monde. Non, c'est même pas. C'est le socialisme de DSK du début des années 2000. Tous ces mecs-là dont je vous parle, ils adoraient Strauss-Kahn, c'était la gauche de demain, c'était largement avant qu'ils se prennent les pieds dans le tapis de la salle de bain du Carlton, hein, le père de DSK. Mais il y a une filiation là-dedans. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en même temps, ils sont pas si nombreux en termes de pourcentage, c'est une minorité active et puissante, mais qui, détient pas mal le pouvoir. Ils trustent encore largement les médias. Ils sont puissants en termes, je pense, quand même d'une sorte d'idéologie, certes en décomposition, mais qui pèse encore d'un socle de la bien-pensance. L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est le nationalisme, c'est la guerre, etc. Donc, ça pèse encore beaucoup dans les consciences. Et ensuite, et ça, c'est ce qui personnellement m'intéresse le plus, je ne vous le cache pas, c'est que je suis assez sidéré par les déclassés de la mondialisation qui pourtant sont les idiots utiles de cette minorité. C'est-à-dire,
Paris est une ville, pour parler comme Ségolène Royal, d'une cherté absolue. Je veux dire, les prix ont grimpé de façon délirante. Les gens sont devenus des locataires par la force des choses de ce parisianisme devenu fou, je veux dire, en termes de financiers. Et pourtant, les mêmes qui sont locataires, qui sont donc destinés à devenir des espèces d'hommes de la mobilité contrainte. On ne peut plus être propriétaire, c'est-à-dire on est destiné à ne jamais avoir de chez soi ou d'ancrage. Vous savez, Chesterton écrit très bien, Chesterton, magnifique, vous savez, philosophe, un peu journaliste du début 20e, enfin première moitié du 20e, a cette phrase formidable, j'ai un peu oublié en détail, mais il écrit que sans la liberté de la propriété privée, aucune des libertés adjacentes ne peut exister. C'est-à-dire qu'en fait, la propriété privée, ce qui fait qu'on comprend, c'est le socle. On a une première leçon parce qu'on tient, on tient à chez soi, on tient à ce qui nous est propre, à ce qui nous est proche, à ce qui est à nous, que ce soit grand ou petit. On a le souci et le soin d'une vie qui nous est propre. On veut le meilleur chez soi, quelque chose comme ça. Donc ces gens de la mobilité contrainte, de la location obligatoire, des gens qui n'ont rien à eux, qui sont destinés à Paris notamment à ne plus pouvoir vivre autrement qu'en location, mais Lyon est en train de subir la même chose. Moi, je vous parle de Strasbourg. On connaît également ça. Hein, je veux dire, le prix de Paris 100 mètres. Ce qui me fascine, c'est qu'en même temps, ce sont souvent les mêmes qui me disent il n'y a pas de salut hors de l'Europe. C'est-à-dire l'Europe de l'inflation, l'Europe de ce stratagème-là, l'Europe des prix qui grimpent, l'Europe concrètement de la bourgeoisie mondialisée. C'est Guzman, hein. C'est Guzman, hein. Exactement. Je me sens toujours mieux à Hong Kong ou à New York ou à Berlin qu'à Paris ou que dans les villages français. À Amiens, exactement. Voilà. Et ben, c'est là, si vous voulez, pour vous répondre clairement, c'est là où ça me fascine, c'est que ces 20 à 30% bénéficient autour d'eux de cette espèce de la location de l'homme-monde qui en même temps n'a même plus l'argent à vivre dans le monde parce que petit à petit il se déclasse, mais qui quelque part par envie, par opportunité, par ignorance, par stupidité, rejouent et se sont reliés avec l'homme-monde façon Raphaël Glucksmann. C'est exactement ça. Alors, il me reste encore 5 minutes. Merci, Guilain Benassa, d'être là ce matin dans ce grand entretien. Merci beaucoup. Achetez, bien entendu, ou procurez-vous le livre de Guilain Benassa et de Guillaume Bigot aux éditions de l'Artilleur France. La France, l'UE et les mensonges. J'aimerais qu'on finisse l'émission là-dessus, sur les solutions, les pistes. Vous le dites, hein, Guilain, pour cesser de se laisser marcher sur le corps, la France doit se sortir l'Europe de la tête et remettre la nation au centre du jeu, car sans elle, pas de démocratie ni d'État légitime. Pour y parvenir, 2 tabous doivent sauter. Voilà un peu, il y a beaucoup plus que ça, mais je ne vais pas tout lire ici puisqu'il nous reste 5 minutes. Là, il y a quand même quelques pistes et quelques réflexions, hein, pour essayer de se désincarcérer. Pour moi, c'est une véritable désincarcération. Oui, alors, je pense que vous aurez peut-être l'occasion d'en discuter, Guillaume Bigot, parce que là-dessus, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur plein de choses, mais là, je parle un peu en mon nom, d'accord? Parce qu'on arrive. Attention, le bouquin est vraiment, pour moi, d'ailleurs, moi, je trouve que j'ai eu la chance de le rencontrer, enfin, on a eu la chance de nous rencontrer il y a peu de temps et de nous lancer ensemble dans l'aventure. Il y a quelque chose qu'il faut être clair là-dessus, encore une fois, je ne déflore rien, mais je ne trahis rien à son égard. Je pense que le débat que nous avons en France depuis quelques années, le débat entre, je vais très vite, hein, entre les Frexiteurs et les apôtres du maintien, entre ceux qui rêvent de garder la maison ou de la réformer de l'intérieur par les élections européennes et ceux qui disent il faut partir, et j'ai rien contre eux, hein, mais ceux qui défendent ça, je me situe, je suis sur un autre plan ou un autre niveau. Je m'explique. Nous écrivons dans le bouquin, j'y crois depuis longtemps, quand vous dites qu'il faut nous sortir l'Europe de la tête pour que la France remarche sur ses 2 pieds quelque part. Je pense que on a oublié que nous avons oublié les joies de la dissidence fière, les joies de la dissidence. C'est-à-dire que pour moi, la question n'est pas à l'intérieur de l'Europe d'être ou non dedans. Quand on dit on peut réformer de l'intérieur, j'y crois absolument pas. Notre bouquin est une démonstration justement, et ça, on a tout un chapitre là-dessus, sur comment est-ce que les règles sont faites pour que concrètement on ne puisse pas vraiment les contourner ou les réformer. Donc, je réponds clairement, sur le réformable de l'intérieur, je pense que le bouquin, qui d'ailleurs se veut vraiment un mode d'emploi un peu clair et incisif, on comprend pourquoi c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais en même temps, le Frexit me gêne toujours posé comme tel, parce qu'on a le sentiment qu'il faut, dans le meilleur des cas, quitter tout, plaquer tout, ou fuir
à l'anglaise, d'ailleurs, avec le Ouais, Brexit, ouais, on peut ouais, dire, ouais. pour d'un coup, le grand coup de Trafalgar et dire maintenant nous jouons notre vie là-dessus. Moi, Mmh. je crois de plus en plus que j'ai peut-être des exemples trop simples, peut-être que je Ouais. suis Mmh. lyrique et Mmh. romantique, c'est possible, on va me le dire et Mmh. j'admets de la chose à quelque part, mais vous savez, nous avons des glorieux modèles qui parlaient de la France de la vie de tous les jours et qui sont devenus pour moi des idéotypes. Je Mmh. prends volontairement deux figures qui pour moi fondamentales. Une figure qui est beaucoup trop devenue has-been, enfin pas has-been, passe-partout Ouais. pour qu'on on s'en rende encore compte de la grandeur. Et un exemple qui pour moi est un exemple de la vie quotidienne. Et je vous cache pas, je pense que mes 20 ans à venir Ouais. vont être sous cette égide-là. Mmh. Premièrement, le général de Gaulle. On en parle dans le livre, mais il faut le rappeler. Le général de Gaulle, il a jamais demandé l'autorisation. Mmh. Quand on Ouais. fait le Frexit, on s'imagine qu'il faut un vote pour quelque part pour partir. Mmh. Moi, ce que je prétends, c'est que le général de Gaulle ne demandait pas l'autorisation. Il disait j'en ai rien à cirer. Mmh. Il a mis au pas le Conseil constitutionnel en disant j'en ai rien à cirer des règles du Conseil, je fais mon référendum sur pas mal de sujets. Ouais. Il a Mmh. réglé la crise algérienne par un référendum dont les partis ne voulaient pas et le Conseil constitutionnel lui-même ne voulait pas vraiment. Mmh. Mmh. Il a, il a été en 40 le premier à partir et il a pas demandé l'autorisation. Il a été, Mmh. entre guillemets, on dirait aujourd'hui un fou furieux qui est allé à Londres et qui a dit, avec quelques camelots du roi et quelques Mmh. autres qui l'ont suivi, a dit j'en ai rien à cirer de cette France soi-disant légale, je suis la France légitime. Il ne s'est Mmh. pas demandé s'il avait l'autorisation. Ça veut Ouais. dire que Mmh. jouer avec ces questions de demander, quitter, contourner, régler, moi je dis faisons ce que nous avons à faire tel que nous sommes, y compris en ayant un siège pour l'instant à Bruxelles. Mmh. Mais je vais y venir concrètement. Deuxième figure pour moi centrale, de plus en plus, c'est la figure de Charles Péguy. Mmh. Ouais. Péguy est devenu un auteur central de plus en plus dans une partie, on va dire, de la France chrétienne. Je pense qu'il faut dépasser largement cette question du christianisme parce que c'est pas ce Mmh. qui m'intéresse chez lui. Mmh. Péguy, ce qui m'intéresse, et je promis, ça répond à votre question, vous allez croire que je Non, pars non. dans le lyrisme. Non. Péguy, fils d'une rempailleuse de chaises, qui écrit sur la France comme nul autre, nous parle de cette France des champs, de cette France dans laquelle, je cite le Péguy, Mmh. il était bon de chanter en allant au champ, de chanter, Mmh. parce qu'il y avait Mmh. une vie commune Ouais. de ces agriculteurs et de ces paysans à l'époque. Je dis ça parce que, en réclamant un droit pour la France à s'élever et à parler, c'est une parole péguienne qu'il nous faut Mmh. porter à l'intérieur de l'Europe. Donc Mmh. concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui disent il faut réformer le système de l'intérieur, non, moi Mmh. j'y crois pas. Ouais. Par contre, ce que nous pouvons faire, et personne n'a tenté le coup pour l'instant, c'est de dire non mais attendez, la prééminence du droit français, ça existe encore. Mmh. La prééminence de la Constitution française, ça existe encore. La prééminence des lois françaises existe encore. Ce n'est Mmh. pas des choses qui ont été rabotées telles quelles. Mmh. Si aujourd'hui je dis, moi, osons faire une formule à la François Hollande. Si je Mmh. disais, moi, président de la République, Mmh. d'accord, vous vous rappelez de Mmh. Oui, Jean oui, oui, je me Arthur, rappelle de l'anaphore de François, moi, oui, de Flamby, ouais. président de la République, Mmh. j'estime que la France est supérieure à l'Europe et Ouais. je mets en place les outils avec une réforme, admettons la Constitution française, une réforme, un toilettage des institutions, et j'applique la supériorité du droit français avec les règles françaises qui s'appliquent déjà, le Mmh. combat serait terrible, mais il Mmh. resterait jouable. Ouais. Pour Mmh. moi, c'est ce combat-là qu'il faut jouer. Si on devait le perdre, rien n'empêche à jouer un scénario B qui serait le Mmh. scénario ultime. Mais Mmh. ce scénario-là, pour l'instant, d'être droit sur ses bottes et de se dire je ne vois pas pourquoi je me plierais à des directives ou à des jugements qui ont été votés, non pas votés, Mmh. qui ont été pris par des juges Oui. européens à Mmh. une vingtaine de juges dans leur coin. Est-ce que Ouais. vous imaginez le général de Gaulle se Ouais, ouais, plier non. à des décisions Mmh. obscures Mmh. inventées par 20 Ouais. juges du Luxembourg ou 20 juges de Strasbourg? C'est impossible. Ouais. Ce duel-là, il faut Mmh. un jour le jouer parce que sinon, nous avons l'impression constamment d'accepter des dépipés, tout simplement. Mmh. Exactement. Et ben, c'est tout l'objet de ce livre-là. Merci, Guylain Benassa, d'être venu ce matin. Guylain Benassa, Guillaume Bigot, co-auteur de ce livre On marche sur la tête. La France, l'UE et les mensonges aux très très bonnes maisons, à la maison d'édition, aux éditions de l'Artilleur Le Toucan. N'hésitez pas à vous le procurer dès que possible, puisque ce sera une très bonne lecture en vue des Européennes, et pas qu'en vue des Européennes, vous l'avez dit, en vue de l'avenir de la France. Merci beaucoup. Nicolas, Oui. merci pour l'invitation. Précision, c'est un Ouais. court bouquin, c'est pas, alors c'est un peu un Oui. coup de colère entre guillemets à deux. Il fait 12 €, il est sorti aujourd'hui. Je dis ça parce que je ne veux pas que les gens s'imaginent qu'on va s'ensevelir sous les détails. C'est Ouais. vraiment
le coup de gueule du juriste et du politologue quant à exactement ce que vous dites, en prévision des européennes notamment. Ouais. Un jour, Ouais. il faut gueuler un peu et le faire clairement. Voilà, c'est tout. C'est exactement, je le dis souvent en fin d'émission, consommer, gueuler français. Et là, typiquement, vous avez bien raison de le préciser. C'est pas un étouffe chrétien, comme on dit chez moi. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. Et surtout, je vous le dis en permanence, ça structure les idées, ça vous donne des grilles de lecture de manière à pouvoir vous armer intellectuellement pour essayer de débattre et de débattre avec vos amis ou peut-être vos adversaires politiques. En tout cas, merci Guylain d'être venu ce matin dans le grand entretien de Toxin. Je vous souhaite un excellent vendredi et un excellent week-end et à très bientôt, Guylain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nicolas pour l'invitation. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée.